Pourquoi presque tous les shonen ont un arc de tournoi? Sur internet, on crie à la paresse d'écriture du fanservice pour avoir de la baston sans vraie histoire. Et si t'es d'accord avec ça, c'est que t'es passé à côté de ce qui fait le sel de ces arcs, des piliers du shonen depuis plus de 40 ans. Et on va te le prouver avec cette vidéo. Comment les tournois ont rendu Dragon Ball légendaire? Qui dit shonen dit Dragon Ball, et qui dit tournoi dit Tenkaichi Budokai. Ils ont rythmé son histoire, le premier donne un vrai but au héros, devenir le plus fort. Ça transforme la petite aventure humoristique des débuts en récit bourré d'action. Le deuxième tournoi d'arts martiaux est encore plus mémorable, c'est la naissance d'une rivalité emblématique, c'est la mort de Krillin, et bien plus tard, un autre Tenkaichi Budokai va démarrer le dernier arc du manga, qui sera d'ailleurs conclu par un autre. C'est vraiment ces tournois qui rythment l'histoire de Dragon Ball. Mais celui qui a rendu Dragon Ball légendaire, c'est le 23ème. Il n'a pas seulement changé l'histoire de son manga, mais celle de tous les mangas, en popularisant les arcs de tournois, servant d'inspiration à tous ceux qui viendront par la suite. Mais alors pourquoi c'est celui-ci qui est aussi impactant? C'est très simple, il a été le premier à trouver la recette parfaite avec 3 ingrédients clés. Le premier et plus important, c'est des personnages attachants. Héros, antagonistes et quelques faire-valoir, ici on connaît la majorité des participants, on découvre leur progrès et leur nouvelle puissance, qui malgré tout restera insuffisante face à Piccolo Junior, bien plus dangereux que les antagonistes précédents, sans réelle faiblesse, des duels s'enchaînent et chacun a son moment pour briller. Mais pour que ça fonctionne aussi bien, on a besoin d'une scène pour nos héros, un cadre clair qui semble immuable et leur donne une motivation. Les Tenkaichi Budokai ont toujours le même pattern. Des phases éliminatoires à l'abri des regards, puis des phases finales avec le public qui hurle, le commentateur qui se déchaîne, bref, la hype monte. Ça marche super bien et c'est normal, c'est un modèle vieux comme le monde qu'on retrouve dans tous les mangas de sport, surtout ceux d'arts martiaux. De la boxe au free fight, on compte des centaines d'œuvres sur le sujet, dont Ashita no Joe. On en a déjà parlé dans une plus vieille vidéo, mais il a mis en place les codes du shonen neketsu tel qu'on les connaît aujourd'hui. Des héros au sang chaud qui rêvent de devenir les meilleurs, mais sa force il faut la prouver en gagnant médailles et trophées. Joe participe à des tournois pour être le champion, puis tous ses héritiers, à commencer par Goku, lui emboîte rapidement le pas. Mais Akira Toriyama ne s'arrêtera pas là, il ajoute un autre ingrédient, un enjeu puissant. Le gagnant décide du destin du monde. Vous trouvez ça vu et revu? Eh bah pas vraiment, c'était même plutôt novateur à l'époque. Cet enjeu rend toujours plus grandiose le combat final, dont l'issue reste incertaine. Goku est certes fort, mais son ennemi semble l'être toujours plus, presque invulnérable avec des techniques surpuissantes, les rapports de force n'ont vraiment pas l'air d'être en la faveur du héros. Malgré le danger et les blessures qui s'accumulent, le héros continue à se battre jusqu'à remporter la victoire, sauver le monde et même parfois son ennemi. Goku est maintenant le plus fort sur Terre, remplissant ainsi ses objectifs fixés lors de son premier Tenkaichi Budokai. C'est le final parfait pour Dragon Ball et c'est en ça qu'il est mémorable. Tout commence par le Tenkaichi Budokai, tout finit par le Tenkaichi Budokai. Le héros a grandi avec ses lecteurs, il a réalisé son rêve, s'est même marié, il est prêt à tout pour démarrer une nouvelle ère bien plus épique. Les tournois suivants auront aussi une grande influence, le plus iconique étant le Cell Game. Il est adoré par les fans avec la mort de Trunks du futur, l'apparition du Super Saiyan 2, le Kamehameha Père-Fils et récemment le tournoi du plus fort qui malgré ses défauts a fait beaucoup parler de lui. Il sert souvent d'argument aux anti-tournois, tout y serait question de puissance avec certains personnages à peine développés auxquels on ne s'attache pas, car dans le fond on est juste là pour voir de nouvelles transformations. Sauf qu'en vrai, c'est pas un défaut en soi, c'est plutôt fun et même utile pour montrer les différents rapports de force, c'est important pour la bonne construction d'un shonen. Yoshihiro Togashi est le vrai dieu des tournois. Comment créer de l'enjeu quand les échelles de puissance sont déséquilibrées? Enfin, je veux dire, jamais on s'inquiète pour un Saitama sur le ring. Alors, la solution, c'est changer son objectif. Genre, protéger sa moumoute. C'est très drôle, même One Piece l'a fait. Et quand c'est le méchant qui est beaucoup plus fort, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on sort un power-up à la dernière minute? Ah, c'est risqué, les fans vont hurler. C'est là que Yoshihiro Togashi a eu une idée de génie. Dans un des meilleurs arcs de tournoi jamais écrits, le tournoi des ténèbres de Yu Yu Hakusho. On y suit Yusuke, un jeune détective du monde spirituel qui, à ce moment de l'histoire, est assez faible. Sauf qu'il a des missions à accomplir, et c'est comme ça qu'il se retrouve dans un tournoi où il a aucune chance. Ses adversaires sont beaucoup trop forts, surtout l'antagoniste principal, Toguro, un ancien maître des arts martiaux transformé en démon. Avant le tournoi, on l'aperçoit déjà à 60% de ses capacités, et il a l'air déjà invincible. En plus, les règles n'avantagent pas Yusuke, tous les coups sont permis, y compris tuer son adversaire, voire carrément le public. Et comme si ça suffisait pas, les matchs sont truqués. Les organisateurs veulent le voir perdre, et à chaque match, ils lui ajoutent des règles de plus en plus handicapantes. Et bah ouais, c'est des mafieux, donc t'attendais à quoi, hein? Interdiction d'utiliser 2 doigts, celui dont le héros a besoin pour lancer sa meilleure technique, ou alors pas de repos entre 2 combats quand il est déjà couvert de blessures. Ok, c'est dur, mais du coup, comment est-ce qu'il fait pour s'en sortir? Et bah c'est simple, il s'entraîne et progresse pendant le tournoi. Et c'est génial, ça crée de la tension. Entre les modifications de règles et les évolutions de personnages, les rapports de
de force sont imprévisibles. D'autant que Togashi est un génie quand il s'agit d'écrire des combats stratégiques avec des pouvoirs complexes où tout repose sur la ruse. La hype explose dans le duel final. Impossible de prédire si Yusuke s'est assez amélioré pour vaincre son adversaire. On vous spoile pas l'ultime dénouement, c'est un plot twist qui vaut le coup d'être visionné. Autant d'astuces narratives que Togashi réutilise quelques années plus tard dans le manga qu'il a rendu célèbre, Hunter x Hunter. Déjà, il y a la Tour Céleste, un arc incroyable où Gon et Killua s'entraînent entre les matchs et progressent dans leur maîtrise du nen. Ça se conclut avec un duel de légende, Gon versus Hisoka. Mais surtout, il y a l'examen Hunter, une succession d'épreuves aux règles variées. Voyage en mer, combat, quiz, course d'orientation, cuisine, labyrinthe, récupération d'ingrédients rares, jeu de survie, mise en scène d'un danger et footing, le plus important. C'est hyper efficace et ça sert un tout autre but que les tournois vus jusqu'ici parce que cette fois, il est au tout début du manga. On y découvre l'univers de la série, à commencer par ses personnages, leur motivation, leurs forces, leurs faiblesses, leur vision du monde, leur dangerosité, le tout en une vingtaine d'épisodes. C'est ultra efficace. Encore une fois, si ça marche aussi bien, c'est parce que le tournoi fixe un cadre précis qui justifie les péripéties vécues. Ça condense la narration et c'est parfait pour aller vite. Pourquoi l'examen Chunin nous a tous choqués? L'auteur de Naruto a failli mourir. Alors que ses héros reviennent à peine du pays des vagues, il reçoit une demande de son éditeur, accélérer le rythme. Il veut présenter en quelques tomes toutes les bases de son histoire pour démarrer au plus vite une vraie épopée. Cela représente une charge de travail colossale, Kishimoto en est convaincu, il n'y survivra pas. Faudra avoir une intrigue concise, efficace, avec des enjeux clairs, en fait un tournoi quoi. Et coup de chance, un de ses mangaka favoris en a fait un quelques mois plus tôt. L'examen Chunin est le fils spirituel de l'examen des Hunters, l'obtention du permis étant remplacée par un diplôme. Et c'est logique d'ailleurs, nos héros sont des élèves, ils ont besoin de valider leur année, comme dans la vraie vie quoi, même si là c'est un peu plus hardcore. C'est quelque chose d'assez courant dans les shonen, là où on passe des concours pour entrer dans une grande école ou obtenir un poste prestigieux, nos héros préférés combattent des robots géants par exemple. Mais Naruto, il est comme nous, sa première épreuve c'est une évaluation écrite à laquelle il ne comprend absolument rien. Normal, le vrai but de l'épreuve c'est de tricher sans se faire repérer. Un twist crédible qui renforce notre immersion dans cet univers qui se révèle bien plus vaste que prévu. Plus vaste car l'examen Chunin est ouvert à d'autres pays et sert donc d'introduction à la complexité du monde des ninjas. Les frontières s'élargissent et le nombre de personnages explose. Antagonistes ou futurs alliés, une bonne vingtaine apparaissent ici pour la première fois. Ça chamboule complètement la dynamique du manga telle qu'on la connaissait jusqu'ici. Sasuke, pourtant montré comme un génie, se fait écraser par celui qui est vu comme le cancre de la classe d'à côté. Les rapports de force se développent ensuite pendant l'épreuve de survie, où on aperçoit les capacités et les caractères des nouveaux personnages. Tout ça va nous tenir en haleine jusqu'à l'arrivée de l'épreuve reine, le tournoi d'arts martiaux. Les combats s'y enchaînent et ont tous leur utilité. Ils développent les relations entre les protagonistes, comme le duel de Sakura contre Ino. Ils montrent la diversité des jutsu et les possibilités stratégiques qu'ils offrent, quelque chose qu'on voit très bien avec le combat de Temari contre Shikamaru. Et surtout, il sert à faire des parallèles symboliques entre les personnages, et c'est illustré à la perfection par le combat iconique de cet arc, Gaara contre Rock Lee. Deux personnages très secondaires à ce moment-là de l'histoire, on aurait normalement dû s'en foutre, et pourtant on s'y attache direct. On exulte quand Rock Lee retire ses poids, on frissonne quand il ouvre la 5ème porte, on tremble quand on le voit se faire broyer. Ça introduit les personnages à la perfection et prépare la suite du récit, à commencer par Neji versus Naruto, une sorte de miroir de Gaara contre Rock Lee. Le génie prêt à tuer contre le cancre à la volonté infinie. On a peur pour notre héros parce qu'on sait que comme Rock Lee, il peut perdre. Mais là où l'examen Chunin est incroyable, c'est qu'il ne marque pas une pause dans l'histoire, ce n'est pas un temps mort pour poser les bases de l'univers, non, il fait avancer l'intrigue à pas de géant. On observe dans les coulisses tous les enjeux des prochains arcs qui se mettent progressivement en place, le passé de Sasuke, les pouvoirs de Naruto, le plan des méchants, tout s'enclenche dans un rebondissement final, l'invasion de Konoha, et c'est une super idée qu'on avait déjà vue dans Dragon Ball avec le 25e Tenkaichi Budokai. Et beaucoup de shonen reprennent cette idée, le tournoi de Black Clover ne se contente pas d'introduire de nouveaux personnages, on donne aussi l'occasion à des têtes connues de briller comme Mimosa qui est devenu ultra badass. Surtout qu'ici, le but n'est pas de désigner les meilleurs, on doit d'abord débusquer des traîtres cachés, tout est ici question de relations, de confiance pour pouvoir travailler ensemble, comme notamment Fairy Tail avec son fameux Battle of Fairy Tail, un des arcs les plus appréciés du manga. Ça montre tous les personnages importants ou non dans la guilde quand ils se battent les uns contre les autres. À mes yeux, c'est le dernier vrai bon arc du manga, mais il y a un autre tournoi dans le manga, le grand tournoi de la magie, l'un des arcs les plus appréciés de Fairy Tail. La guilde est en ruine, privée depuis 7 longues années de ses meilleurs éléments, disparus dans une catastrophe, ceux qui sont restés survivent comme ils le peuvent, incapables de protéger leur maison. Les héros y restaurent la gloire de leur guilde après 7 ans d'absence, et en fond, l'arc de l'éclipse se prépare, un des plus grands bouleversements du manga. C'est la grande force des tournois par équipe, insister sur les liens entre les personnages pour les développer, comme dans le tournoi des lycées jumelés de Jujutsu Kaisen, où le héros retrouve ses
amis avant de se battre ensemble, avant de forger de nouveaux liens. Ou au Devi Backfight de One Piece, un arc mal aimé, considéré comme un filler officiel, alors que pas du tout en fait. Il nous rappelle les compétences de chacun et leur place dans l'équipage, on insiste sur la force de leurs liens malgré les conflits passagers, et on nous montre l'amour de Luffy pour ses amis qui va jusqu'à se sacrifier pour eux. Mais le meilleur exemple, ça reste My Hero Academia, le successeur spirituel de Naruto. Le festival des sports reprend tous les codes de l'examen Chunin. On met en lumière les dynamiques internes de la classe, leurs motivations, leurs doutes, leurs relations, avec plein de nouveaux personnages qui viennent les défier. Mais surtout, on développe un peu plus l'univers, les pouvoirs de Deku, la grande rivalité entre All Might et Endeavor, la mise en scène dans le duel Dekuto de Rocky. Aucun de ces tournois n'aurait pu exister sans Naruto. Son impact est si grand que même l'anime Pokémon en a repris les codes avec l'invasion de Konoha version team de méchants. L'examen Chunin à lui seul aurait suffi à rendre Naruto légendaire tant l'arc est proche de la perfection. Quel est le tournoi le plus culte ? Difficile de répondre à la question. Si on a déjà évoqué les fondateurs et quelques-uns de leurs héritiers, on n'a fait qu'effleurer le sujet. Et surtout, on n'a pas encore parlé des spécialistes, les mangas de sport. Beaucoup ont leur tournoi phare, la nationale de Slam Dunk, l'Inter-High de Kuroko's Basket, le tournoi d'automne de Tokyo de Eishield 21 ou les préliminaires du tournoi de printemps de Haikyuu qui défoncent tout. Chaque match y est important, mais le moment qu'on retient le plus, c'est la finale. Alliés comme ennemis interagissent sur le terrain à travers d'échanges de balles et des flashbacks intégrés à l'action. On observe leur progression au fil du match, les idées se confrontent, les émotions jaillissent, même l'entraîneur de l'équipe adverse a une histoire intéressante à raconter. Ce tournoi, c'est à coup sûr l'un des meilleurs, mais on peut en trouver un autre qui l'égale, dans Food Wars. Ici, les duels régissent le quotidien des élèves. Chaque conflit se règle en combat sans merci à coups de couteau pour préparer les meilleurs plats, et le tout avec des réactions abusives. Le plus apprécié des fans reste l'élection d'automne, des personnages ultra attachants, des techniques de fou furieux et un suspense qui ne redescend jamais. Chaque combat a son histoire à raconter, son twist de fou, surtout la finale qui se joue à 3. Le niveau de tension y est stratosphérique. Digne d'être notre champion, à moins que... C'est l'heure du Yu-Gi-Oh! C'est des dizaines de compétitions. Batailleville reste la plus iconique avec ses duels disques, le retour d'Exodia et l'introduction des dieux égyptiens. Mais sa plus grande force, c'est son cadre, un genre qui gagne en popularité à l'époque, le Battle Royale. Cet arc, en gros, c'est Fortnite avec des cartes. On s'y bat seul contre tous et perdre t'oblige à céder ta meilleure carte. Pire, certains duellistes sont là pour te tuer. Enfin, t'envoyer au royaume des ombres, c'est un dessin animé pour enfants. Ça rajoute plein d'inattendus. N'importe qui peut surgir au coin de la rue pour essayer de voler, voire d'assassiner nos héros. De ça découle l'alliance incroyable entre Kaiba et Yugi, les deux rivaux de toujours, et le duel à mort avec Joey. Tout ça sous le regard de Marek, tapis dans l'ombre pour préparer le prochain grand arc de la série. Avec Batailleville, Yu-Gi-Oh! A posé toutes les bases. Dans les années qui suivent, on a vu la popularisation d'un genre de tournoi alternatif, les Death Games. Des jeux mortels en petit comité où chacun tentant de buter les autres pour survivre. On a Mirai Nikki, Bootum, Deathman Wonderland et le meilleur de tous, c'est Fate, mais ça c'est un autre sujet. Parti de là, répondons à notre question. Quel est le meilleur arc de tournoi dans les animés? Tous ceux qu'on a vus ont leurs qualités, mais aussi leurs défauts. Le tournoi des ténèbres de Yu Yu Hakusho, souvent premier dans les tops, est loin d'être parfait. Tous ont un point commun, ils sont vieux, écrits il y a une dizaine d'années, voire parfois beaucoup plus. Ah oui, même celui de My Hero Academia, c'est fin 2014. Mais alors, est-ce que les détracteurs des arcs tournois ont raison en disant qu'on ne sait plus en faire sans fanservice abusif? Alors oui, les mauvais arcs de tournoi existent. Des enjeux parfois trop faibles, des personnages introduits n'importe comment, un rapport de force mal géré, ou une impression de remplissage de pages. Il y a plein de façons de rater un tournoi. Mais la vraie raison de cette quasi-absence d'animés récents dans les classements de meilleurs tournois, c'est juste nous, le public. On a changé, ou plutôt, on a vieilli. La compétition, la confrontation constante aux autres, on la fantasme quand on est enfant ou adolescent. On a encore la tête pleine de rêves. Une fois adulte, tout change. On est désabusé, bouffé par nos regrets, nos émotions négatives qu'on doit apprendre à accepter. On recherche alors des héros plus imparfaits qui se battent malgré l'absence de sens dans leur vie. Ils ne le font plus pour devenir le meilleur, mais pour des choses concrètes qui nous font nous lever le matin. Progressivement, le rêve fait place aux responsabilités. Nous reste alors nos souvenirs, la nostalgie de cet arc tournoi incroyable qui avait fait briller nos yeux d'enfant et qu'on relie aujourd'hui avec tendresse. On a tous le nôtre et c'est finalement lui, le meilleur arc de tournoi.